Salut les parents, c'est Sarah Carpentier du blog des outils pour apprendre et aujourd'hui, je vais vous parler de suivi des devoirs et plus précisément de 3 choses, à savoir les bons encouragements, la bienveillance et la responsabilisation. À tout de suite! Quand on est parent et qu'on doit suivre les devoirs de nos enfants, c'est le moment de la journée où vraiment, particulièrement, on est fatigué, on est agacé, ça n'avance pas comme on veut et on a tendance à un moment donné simplement à ne plus faire attention à ce qu'on va dire à l'enfant, à la façon dont on l'aide dans ses devoirs, alors que quelque part, le moment de l'aide des devoirs, c'est aussi le moment où on a envie que notre enfant aille vers plus d'autonomie et aussi qu'il acquiert une certaine estime de lui-même. L'apprentissage est stimulé par le circuit de la récompense, mais ces récompenses ne sont pas matériels. Or, pourtant, quand on veut stimuler la motivation de notre enfant, on a tendance à le faire par petits à-coups, des petits cadeaux, voilà, peut-être 1 heure de PlayStation, un petit chocolat, ou peut-être la possibilité d'inviter un ami, parce qu'on pense en fait que c'est ça qui va l'aider. Mais ces récompenses ne sont pas les récompenses dont le cerveau a besoin d'une part, et ce type de récompenses peuvent même être néfastes à l'apprentissage. Non, en fait, les récompenses dont le cerveau a besoin sont plutôt de l'ordre de la reconnaissance, c'est-à-dire la reconnaissance de ce qui a été accompli, la reconnaissance des efforts qui ont été fournis, la reconnaissance d'avoir atteint finalement son objectif. Et cette reconnaissance, ça peut être la reconnaissance au travers du regard des autres, évidemment. Alors là interviennent évidemment les bonnes notes et les encouragements, mais peuvent aussi venir, et c'est beaucoup mieux, de la fierté, de l'estime de soi par rapport à quelque chose qu'on a accompli. Et donc à ce moment-là, l'enfant ne va pas chercher la reconnaissance à l'extérieur, au travers du regard des autres, mais plutôt va rechercher cette reconnaissance en lui, c'est-à-dire la fierté qu'il a d'avoir fait son devoir, étudié sa leçon et réussi l'objectif qu'il s'était fixé. Alors évidemment, on essaye de développer ce sentiment d'accomplissement chez l'enfant via des encouragements, mais parfois on ne se rend pas compte qu'on n'énonce pas les encouragements de façon tout à fait optimale. Quand on aide notre enfant à faire ses devoirs ou qu'on surveille s'il a bien fait ses leçons tout en évitant le micromanagement, ça j'en reparlerai dans une autre vidéo, on a tendance à le faire donc via des encouragements, mais qui ne sont peut-être pas ceux qui sont les plus idéaux par rapport au fait de développer chez l'enfant son estime de lui, de développer chez lui cette constance dans l'effort et de développer aussi chez lui finalement cette volonté de toujours donner le meilleur de lui-même. Un quiz ultra rapide. Quand vous aidez votre enfant par exemple avec un exercice de mathématiques, il réussit son exercice de mathématiques, lui dites-vous « Bravo, tu as réussi ton exercice de mathématiques, regarde comme tu es intelligent ». Ou peut-être vous lui dites « Ah, j'ai vu que tu as essayé différentes façons de réussir cet exercice et que finalement tu y es arrivé ». Alors vous avez compris, la deuxième façon d'encourager l'enfant est évidemment la meilleure. Pourquoi? Eh bien, si nous disons à notre enfant « Bravo, tu as réussi cet exercice, regarde comme tu es intelligent », ça veut dire que nous faisons 2 choses. La première chose, nous portons un jugement de valeur sur lui. Il va se définir selon le regard des autres et évidemment cela va nuire à son estime de lui-même puisque pour ressentir cette reconnaissance, il va devoir satisfaire à des qualités, des jugements de valeur que nous allons lui attribuer de façon plus ou moins arbitraire. La deuxième chose, c'est que finalement nous lui envoyons le message qu'il a réussi grâce à une qualité inné qu'il a, quelque chose sur lequel du coup évidemment il n'a pas de contrôle, quelque chose qu'il ne peut pas améliorer, quelque chose qui ne va finalement pas progresser. Nous lui faisons adhérer à ce que nous appelons en neurosciences une vision statique de l'intelligence, c'est-à-dire je suis comme ceci ou je suis comme cela et évidemment si je suis comme ceci, je vais réussir très bien dans telle matière et ne pas réussir dans d'autres matières, mais en fait c'est normal et je ne peux rien y faire. Alors que évidemment l'intelligence, donc voilà, le cerveau c'est un muscle qui s'entraîne, on peut toujours s'améliorer même dans les matières dans lesquelles on a plus de difficultés. Ça c'est une vision dynamique de l'intelligence et c'est à cette vision dynamique de l'intelligence que vous devez tenter de faire adhérer votre enfant. Il peut de toute façon tout le temps s'améliorer, il n'est pas bête, il n'est pas intelligent, il apprend. Et donc c'est ainsi qu'il faut éviter ces jugements de valeur, comme il faut éviter certains neuromythes
Notamment quand vous dites à votre enfant « Mais oui, évidemment, tu n'as pas une intelligence logico-mathématique, tu as une intelligence interpersonnelle. C'est donc normal que tu ne réussisses pas ton exercice de mathématiques. » Eh bien, ça lui envoie le message que de toute façon, il ne pourra pas s'améliorer même s'il s'entraîne. Donc, à quoi bon s'entraîner? Quelques exemples pour changer la façon dont nous encourageons nos enfants. Alors, plutôt que de dire à votre enfant « Tu es intelligent, tu vas réussir », pourquoi ne pas lui dire « Tu as travaillé dur, tu as donné le meilleur de toi-même, il est plus que probable que tu réussisses. Tu as raté ton interrogation de mathématiques, mais c'est normal, tu es pas très doué en maths. Deviens, les résultats ne sont pas à la hauteur des efforts que tu as fournis. Selon toi, que pourrais-tu changer, que pourrais-tu améliorer pour que la prochaine fois, tes résultats soient plus satisfaisants? Quel super bulletin tu as, mais tu es un S! Va devenir plutôt tu as travaillé dur et ces résultats sont à la hauteur de ces efforts. Alors, après avoir parlé de la meilleure façon d'énoncer des encouragements, donc évidemment là on parle d'une approche positive de l'accompagnement de l'enfant, on va parler de la bienveillance. Alors, il est clair que vous imaginez bien que quand on fait un encouragement positif, mais qu'il comporte un jugement de valeur, cela va enfermer l'enfant dans une estime de soi qui dépend du regard des autres. Maintenant, si en plus de cela, malheureusement, parce que vous êtes fatigué ou parce que simplement vous n'avez pas été éduqué de cette façon-là, vous manquez de bienveillance quand vous faites, une remarque à votre enfant, eh bien, non seulement ça va l'enfermer dans une vision de lui-même qui dépend du regard des autres, mais en plus, cette vision sera négative. Donc, par exemple, votre enfant ne fait pas son devoir et vous lui dites « Oh, regarde, tu es vraiment fainéant, tu ne fais jamais tes devoirs. » Alors, vous pouvez plutôt que de lui dire « tu es fainéant, tu ne fais jamais tes devoirs », ce qui est un jugement de valeur qui sans doute est fait de façon tout à fait arbitraire et qui va vraiment l'enfermer dans une étiquette « je suis fainéant, de toute façon je suis comme ça, c'est un adulte qui le dit, donc ça doit être vrai et donc je ne peux pas changer ». Eh bien, il vaut mieux lui dire « écoute, je suis déçue, j'aurais aimé te voir faire tes devoirs dès que tu es rentré de l'école par exemple » ou « je suis déçue parce que tu ne m'as pas aidé sur cette tâche ». Ce sont là une façon bienveillante d'aborder donc les choses qui ne vont pas et qui ne vont pas détruire l'estime de soi chez l'enfant. Alors évidemment, ici, on parle de commentaires. Il est, je suppose, inutile de rappeler que l'enfant, pour pouvoir apprendre, doit se trouver dans un environnement qui est apaisant, sécurisé. Donc on ne va pas évidemment parler ici du manque de bienveillance au point de parler de ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires, quoique la façon dont nous énonçons nos remarques, c'est aussi considéré comme de la violence éducative ordinaire. Voilà. Alors il faut savoir, parfois je vois sur Facebook des posts de mamans qui disent « Oh oui, il a une fessée, enfin il n'en est pas mort ». Alors là, je vais quand même dire, et je vais me faire trucider dans les commentaires, je sais bien, mais première chose, il faut arrêter de dire ça parce que quand on met des enfants au monde et quand on veut les accompagner, on fait plus que simplement les maintenir vivants. Donc évidemment, ils vont pas en mourir. Mais il faut savoir que toutes ces violences éducatives ordinaires et la façon aussi dont nous énonçons en fait nos remarques ont un impact sur l'apprentissage de l'enfant parce qu'elles ont un impact sur le cerveau de l'enfant. Donc, en fait, toutes ces remarques, surtout si elles sont continues, vont provoquer chez l'enfant une sécrétion notamment de cortisol, qui est l'hormone de stress. Et on a vu que le cortisol avait énormément d'impact sur l'apprentissage parce que notamment, ça allait diminuer la quantité de substances blanches dans le cerveau, ça va aller attaquer certaines connexions neuronales, donc quand même, c'est en faisant des connexions que les neurones peuvent aussi accumuler du savoir et des savoir-faire. Ça va même par exemple atteindre les télomères, donc les télomères ce sont les extrémités des chromosomes qui protègent en fait l'ADN à chaque division. Et on s'est rendu compte que chez des enfants qui subissaient des violences éducatives ordinaires, il ne faut pas aller très loin, il ne faut pas aller jusqu'à la fessée pour que ce soit déjà considéré comme de la violence éducative ordinaire. Eh bien, chez ces enfants, il y avait les télomères étaient tellement raccourcis que certains gènes n'étaient même plus exprimés, donc l'ADN qui sert à l'expression des gènes. Donc, encore une fois, ne pensez pas que ça n'a pas d'impact. Évidemment, on est tous des êtres humains. Évidemment, moi aussi, j'ai 3 enfants. Il est clair que, par exemple, j'ai donné l'exemple du super bulletin. Eh bien, j'ai dit à mon fils, quel super bulletin, franchement, génial. Alors que j'aurais dû lui dire, tu as travaillé, c'est très bien. Alors, évidemment, quand par exemple,
il ne m'aide pas, mais j'ai tendance à lui dire « Oh mais zut, hein, mais franchement, c'est toujours pareil, c'est toujours moi qui fais tout, c'est quoi cette fainéantise ?» Mais on pense que ça n'a pas d'impact si ça en a un. Et donc évidemment, on est tous des êtres humains, évidemment, en plus de ça, souvent, on doit soi-même combattre la façon dont nous-mêmes avons été éduqués, à une époque où on ne parlait pas de violence éducative ordinaire, on ne parlait pas de fessées, on ne parlait pas de tout ça, et on se disait, ça fait partie de l'éducation de l'enfant et c'est tout à fait normal. Mais maintenant, on commence à avoir de plus en plus d'informations par rapport à tout ça, et on voit en tout cas que ça a un impact réel sur l'apprentissage. Donc, non seulement on ne doit enfin voilà, il faut toujours veiller à agir avec l'enfant de façon bienveillante, et en plus de ça, même au niveau des encouragements, malheureusement, il faut qu'on apprenne petit à petit à énoncer des encouragements qui font appel à la capacité de l'enfant à donner le meilleur de lui-même, à progresser et à apprendre. Et enfin, j'aimerais bien aborder un troisième point, qui est celui de l'apprentissage de l'internalisation des causes. Donc trouver une balance entre externalisation et internalisation des causes. C'est-à-dire, souvent, quand votre enfant rentre et qu'il a raté son interrogation, si vous lui demandez « mais que s'est-il passé ?» il va vous dire « oui, mais le professeur, il a posé des questions auxquelles je ne m'attendais pas, c'était des questions qu'on n'avait pas vues en classe, c'était vraiment difficile, c'était beaucoup plus difficile que ce qui a été vu. » Ou alors, tu n'as pas fait ton devoir, mais que s'est-il passé? Oui, mais en fait, c'est Jules, il ne m'a pas rendu mon manuel à temps, et donc moi j'ai pas pu faire mon devoir. Évidemment. Donc vous avez l'habitude d'entendre ce genre d'excuses, et petit à petit, il faut aussi apprendre à l'enfant de se responsabiliser. Donc si vous allez sur le site des outils pour apprendre, vous allez peut-être, de par la lecture de plusieurs articles, vous rendre compte que le soutien scolaire, l'accompagnement en fait, ce n'est pas accompagner l'enfant à faire un devoir dans une matière à un temps T. L'accompagnement, c'est véritablement apprendre à l'enfant non seulement des stratégies d'apprentissage qui fonctionnent, mais c'est aussi lui apprendre à aller vers plus d'autonomie et à se responsabiliser. Et je pense que le moment des devoirs ou le moment des révisions pour les examens, c'est un bon moment pour responsabiliser son enfant. Donc quand il vous dit par exemple oui, je n'ai pas préparé mon devoir parce qu'en fait j'avais pas mon manuel, Jules l'avait pris. Peut-être ça vaut la peine de lui poser la question, mais qu'aurais-tu pu faire pour éviter cela? Est-ce que tu as mis en place un planning? Est-ce que tu as demandé à Jules à temps de te rendre ton manuel? Ou quand il vous dit oui, mais en fait le professeur a posé des questions qui étaient vraiment difficiles, peut-être ça vaut la peine de lui demander. Mais as-tu réfléchi à toutes les questions que le professeur pouvait te poser? Est-ce que tu as préparé une liste de questions potentielles pour cet examen, cette interrogation? Est-ce que tu as posé ces questions au professeur? Est-ce que tous les points étaient compris? Donc là, on va avoir tendance à montrer à l'enfant que il peut agir, donc comme de par son intelligence, de par le fonctionnement de son cerveau, il peut agir sur sa progression. Donc voilà, je vous avais dit, la vision dynamique de l'intelligence. Il peut aussi agir sur les conséquences, évidemment, de ses actes. Ce sont ses actes. Donc, il n'a pas pu préparer son devoir, non pas parce qu'il n'avait pas son manuel, mais parce qu'il n'a pas demandé à temps son manuel à son camarade de classe. Il n'a pas réussi l'interrogation parce que peut-être il n'avait pas suffisamment préparé les questions auxquelles il pouvait s'attendre. Et donc, là, à nouveau, il peut agir. C'est pas juste lui dire « oui, non, de toute façon, toutes les causes sont externes ». Voilà, alors j'espère avoir pu un tout petit peu vous aider par rapport à cette tâche difficile qu'on a en tant qu'adulte, de suivre, en fait, voilà, d'accompagner nos enfants dans leur apprentissage. Donc souvent, le moment des devoirs, c'est un moment qui est quand même assez pénible, mais peut-être que par les différents conseils ici qui ont été donnés, on peut veiller à responsabiliser l'enfant, à le rendre autonome, à éveiller chez lui cette conscience de cette possibilité, à éveiller aussi chez lui une réelle estime de soi, quelque chose voilà, qui fait partie aussi de l'éducation. Et du coup, finalement, en tant que parent, ne plus devoir autant suivre notre enfant, ne pas être tout le temps à côté de lui, parce qu'encore une fois, et ça je le verrai peut-être dans une autre vidéo, ce qu'on appelle le micromanagement, c'est-à-dire voilà, la gestion de tous ces actes vraiment au cas par cas, les uns après les autres, voilà, le suivi continu et un peu voilà, intrusif même, ça ne fonctionne pas et ça ne lui apprendra rien, ça ne lui apprendra pas voilà, à apprendre pour le futur, ça ne lui apprendra pas à se responsabiliser et surtout, ça ne va pas lui apprendre que de toute façon, il est toujours capable de progresser. Donc, c'était Sarah Carpentier du blog Des outils pour apprendre. N'hésitez pas à me suivre, sur cette chaîne, suivre les différentes vidéos. Dans une prochaine vidéo, j'irai peut-être un peu plus en détail dans
ce que vous pouvez mettre en place avec votre enfant pour que les devoirs ne deviennent plus une corvée, mais que quelque part il aille en autopilote. Donc évidemment, le planning, décomposer des tâches en micro-tâches, donc comment aider l'enfant à finalement visualiser ce qu'il a à faire et voilà, planifier et programmer tout ce qu'il a à faire. Donc voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, allez voir aussi sur le site, il y a des tests sympas à y faire. J'espère avoir pu vous aider. Ciao!